Notre débat aujourd'hui, la guerre en Ukraine et les stratégies des deux côtés russes et ukrainiens qui évoluent après 4 ans et demi d'un conflit dont la ligne de front semble gelée à quelques kilomètres carrés près, parfois conquis, parfois repris même dans la semaine, au prix toutefois de milliers de vies. Alors le champ de bataille s'est-il déplacé? Les buts de guerre ont-ils changé? S'agit-il de frapper plutôt que de conquérir? Pour y voir plus clair sur cette question, aujourd'hui avec moi en plateau, Ulrich Bouna, analyste géopolitique Europe centrale, Est et Ukraine, chercheur associé au sein du groupe de réflexion Eurocréative. Bonsoir à vous. Matt Hauser, expert en drone et lutte anti-drone. Et Matt, vous n'êtes pas venu les mains vides. Qu'est-ce que vous avez amené avec vous en 2 mots? Bonjour à tous. Alors c'est un boîtier de détection anti-drone, détection de drones FPV, de drones Mavic, qui est très utilisé par les Ukrainiens aujourd'hui, notamment par les civils, et on en parlera probablement au cours de l'émission, mais pour détecter les drones et donc se protéger face à cette menace aujourd'hui qui habite le ciel. Et donc c'est un peu l'un des symboles aujourd'hui de cette nouvelle forme de conflit où le drone est omniprésent. On en reparlera bien sûr au long de cette émission. Et en liaison avec nous, Vera Grantseva, politologue, autrice du livre « Les Russes veulent-ils la guerre » aux éditions du CERF. Bonjour à vous, bonsoir à vous. Et en direct depuis Kiev, Stéphane Siohan, correspondant à Kiev du quotidien français Libération. Stéphane, ma première question est pour vous qui êtes sur le terrain, donc en Ukraine. Des familles à Kramatorsk, ville de l'Est, à 18 km du front, ont dû évacuer parce que les raids aériens des Russes devenaient trop intenses. Est-ce que vous, sur le terrain, vous sentez qu'il y a davantage une campagne de harcèlement de la population ? Oui, en effet, il y a quelques jours, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation obligatoire de 500 enfants, ainsi que leurs parents. Là, on parle bien de famille, tout simplement parce que la vie dans la capitale du Donbass ukrainien est devenue quasiment impossible. Les Russes se sont rapprochés à environ 18 km. Cela ne veut pas dire que la ville est sur le point de tomber, hein, loin de là, mais tout simplement, la notion même de ligne de front a totalement évolué. On va parler de la question des drones, mais désormais, on parle de kill zone. C'est une zone qui peut aller jusqu'à 20-25 km où le ciel est totalement infesté de drones. Et désormais, les drones FPV, les drones à fil optique arrivent dans les villes de Slaviansk et de Kramatorsk, qui est la dernière agglomération contrôlée par les Ukrainiens dans la région de Donetsk, et rend la vie très difficile pour la population civile. Donc voilà, il y a évacuation des enfants. Cela ne veut pas dire qu'il y a un risque imminent que la ville tombe, parce que les Russes quand même patinent autour de cette agglomération, mais en effet, la situation de vie se dégrade dans ces zones-là. Ulrich Bouna, peut-on dire aujourd'hui qu'il n'y a plus une guerre en Ukraine, mais qu'il y a 2 guerres en Ukraine? Il y a celle des tranchées sur le front où l'ennemi est à portée de fusil, on va dire, et qui fait toujours énormément de victimes, et puis une guerre plus en profondeur et une guerre du ciel. Je pense que les deux vont ensemble, c'est-à-dire que y a l'objectif primaire quand même de cette guerre, notamment d'un point de vue territorial, il est pour la Russie quand même d'arriver à conquérir l'ensemble du Donbass et notamment les villes de Slaviansk et de Kramatorsk dont on vient de parler. Le problème, c'est que comme l'armée russe patine en quelque sorte sur le front, elle a besoin d'essayer de déstabiliser l'Ukraine d'une autre façon. Et donc c'est ce qu'elle essaye de faire en essayant de faire tomber l'économie de l'Ukraine en visant notamment les infrastructures énergétiques, mais globalement toute l'économie, et aussi en visant les populations civiles pour essayer de faire s'effondrer en quelque sorte la résilience morale de la population ukrainienne qui tient derrière son armée. Donc en fait, je dirais que les deux vont vraiment ensemble, et plus ça patine sur le front d'une certaine façon, et plus les Russes bombardent massivement l'arrière en espérant que l'un ou l'autre craquera au bout d'un moment. Alors, Vera Grantseva, Ulrich, ici en plateau, l'évoquait il y a un instant. C'est vrai qu'on voit les Ukrainiens maintenant frappent les infrastructures énergétiques. Et alors, il y a même dans ce combat sur l'infrastructure énergétique en elle-même une évolution. Les Ukrainiens ne frappent plus désormais seulement les dépôts de pétrole, mais directement les raffineries. Le prix de l'essence a d'ailleurs explosé en Russie. Est-ce que ça sert plus à déstabiliser le régime, ou est-ce que ça touche seulement la population, ou les deux ? En fait, les deux, bien évidemment. La population russe est terrifiée en voyant les fumées qui montent en regardant leurs fenêtres le matin. C'est non seulement d'ailleurs maintenant les raffineries qui ont été frappées depuis déjà plusieurs mois, depuis mars minimum 2026, mais il y a aussi des autres cibles qui ont été choisies par l'Ukraine, par exemple les entrepôts, des grandes plateformes de commerce sur Internet, de Valbyris par exemple. Donc
toutes ces attaques font que, de leurs propres fenêtres, les Russes, aujourd'hui, voient que la guerre est arrivée sur leur territoire. Tandis que pendant les 4 années qui ont précédé ce moment, c'était que les Ukrainiens qui voyaient les drones, les missiles tomber sur leurs immeubles, sur aussi leur effectivement, infrastructure énergétique. Donc oui, les Russes voient de leur propre fenêtre que la guerre, malgré tout ce que leur a promis Poutine, est arrivée chez eux. Et ça a aussi un impact politique et économique, d'ailleurs, ces frappes. Pourquoi donc au niveau politique, bien évidemment que les élites commencent à s'inquiéter par rapport aux perspectives dans lesquelles Poutine emmène le pays. Donc on voit que, encore une fois, plusieurs plans que Poutine avait depuis 2022 n'ont pas fonctionné. Et au niveau économique, effectivement, ces frappes aussi a un effet très fort sur l'économie russe. Donc comme vous avez dit, les raffineries maintenant ne produisent pas suffisamment du carburant. La Russie doit emporter le carburant. Et deuxièmement, par exemple, les frappes... du carburant, c'est quand même un comble pour la Russie qui est un des principaux producteurs et exportateurs de pétrole. Exactement. Donc, et d'ailleurs, parfois, c'est assez drôle dans ce sens-là. La Russie exporte, par exemple, le pétrole vers la Chine et après achète du carburant produit par la Chine, qui, bien sûr, le prix n'est pas le même. Donc, tout ça, ça retombe sur le budget russe qui doit souffrir encore davantage, même si on sait que le déficit vers lequel Poutine a amené l'économie russe, le déficit budgétaire, aujourd'hui monte à 3,9% de PIB de la Russie. C'est un record depuis les dernières même 15 ans en économie russe. Donc tout ça a un effet effectivement ensemble sur l'économie, sur la politique et bien évidemment aussi sur la société russe qui commence à avoir un vrai doute sur l'issue de cette guerre et sur aussi le régime de Poutine et ce qu'il peut apporter en futur pour eux et pour leurs enfants. Ulrich Bouna, il y a Vera Grantseva qui évoque juste à l'instant les conséquences politiques de ces frappes en profondeur de l'Ukraine, de ces frappes sur les infrastructures énergétiques qui ont un coût évidemment pour les Russes, inflation, etc. Est-ce que, en faisant ça, Kiev espère que la population sanctionne Vladimir Poutine? Alors, peut-être pas dans les urnes, parce qu'on sait bien comment fonctionnent les élections en Russie, mais d'une autre façon peut-être. Alors sanctionner Vladimir Poutine, je ne pense pas, mais en revanche, toutes ces frappes, elles visent à changer le calcul que fait Vladimir Poutine et en augmentant en quelque sorte le coût de cette guerre, que ce soit le coût social, le coût politique, le coût économique. Plus cette guerre elle dure et plus ce coût il augmente pour Vladimir Poutine, plus les frappes ukrainiennes sur la profondeur russe augmentent, plus ce coût il augmente aussi pour Vladimir Poutine. Et donc il y a cet espoir côté ukrainien qu'au bout d'un moment Vladimir Poutine dise stop, ça me coûte trop cher à tous les points de vue, donc on arrête là, on met un cessez-le-feu sur la ligne de front. Le problème, c'est donc cette stratégie elle fait sens. Le problème, c'est que pour l'instant, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il faut donc le maintenir sur le long terme. Il faut vraiment tenir ça pendant des mois et des mois pour avoir un véritable impact durable. Et le deuxième aspect, c'est que pour l'instant, ça ne fait pas bouger d'un iota Vladimir Poutine. Bien au contraire, ça l'incite même, j'ai envie de dire, à augmenter ses frappes. On voit une augmentation des frappes de missiles balistiques sur le système énergétique, sur l'ensemble des stations essence qui sont situées à l'est du pays, sur les ponts, sur les populations civiles. Donc pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'en quelque sorte, Vladimir Poutine se dit « j'ai plus rien à perdre » et, je caricature un peu, mais « j'ai plus rien à perdre et donc je mets à peu près tout ce que j'ai pour essayer d'écraser l'Ukraine une bonne fois pour toutes, plutôt que de se dire ça a été trop loin, j'ai perdu trop d'hommes, trop d'argent, trop de matériel militaire et donc je m'arrête là. Mauthauser, cette guerre, c'est aussi donc la guerre du ciel, la guerre des drones. Ulrich Bouna, vous venez de parler justement de cette stratégie qui consiste à faire revenir Poutine à la table des négociations, si tant est qu'il y ait été vraiment sincèrement à un moment donné. Est-ce que... Ulrich, donc en fait votre propos c'est de dire que ça ne fonctionne pas justement. Pour le moment, Vladimir Poutine intensifie ses frappes. Il produit aussi des drones de façon intensive, industrielle. Dans quel état est le rapport de force actuellement ? En fait, c'est assez compliqué d'établir le rapport de force entre les forces russes et les forces ukrainiennes en termes de drones, parce que les deux se répondent avec parfois des décalages. Je prends un exemple assez concret.
pendant, on va dire, les 3 dernières années de conflit, c'est essentiellement la Russie qui employait ces drones Shahed, donc l'Igeran en fait, un copié du modèle iranien et amélioré, pour frapper l'Ukraine en profondeur à moindre coût. Et l'Ukraine à ce moment-là est devenue extrêmement bonne et pertinente dans la conception de drones intercepteurs qui visaient, à moindre coût encore, à intercepter ces drones Shahed. Et maintenant on voit que le rapport est en train de s'inverser. C'est plutôt l'Ukraine qui fabrique des drones low cost qui frappent en profondeur la Russie. Et la Russie qui se retrouve un peu à la ramasse, si je puis dire, par rapport aux Ukrainiens, qui est en train de chercher des moyens low cost pour intercepter ces drones ukrainiens qui maintenant, comme on l'a vu sur les images, tapent les raffineries. Donc il y a une espèce de jeu du chat et de la souris qui pousse aussi l'innovation meurtrière, évidemment, puisqu'on parle d'innovation militaire, mais l'innovation à son maximum, avec parfois les Russes qui vont être en avance sur un sujet et les Ukrainiens qui vont les rattraper, et des fois inversement, les Ukrainiens qui sont extrêmement en avance sur un sujet et les Russes qui cherchent à trouver des contre-mesures. Et je rebondis sur ce que disait Ulrich, mais la stratégie aujourd'hui aussi de l'Ukraine dans ses frappes sur la Russie, avec cette pression qui est mise sur Vladimir Poutine, c'est aussi de le forcer à hyper réagir, si je puis dire, à savoir à mettre beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour essayer d'empêcher le moindre drone de traverser les frontières russes. Sauf que cette stratégie-là, soit elle ne fonctionnera pas, c'est très compliqué, soit ça va leur coûter à la Russie énormément d'argent, de l'argent qui va être mis sur le budget de l'armée, sur l'industrie de défense, et qui du coup n'ira pas sur de la capacité offensive qui sera allée sur le front. Donc l'objectif ukrainien, même s'il est pour l'instant difficile à chiffrer, c'est bien ça, c'est qu'une partie de l'argent qui est mis sur la guerre du front reparte sur les arrières, notamment sur la défense anti-aérienne russe en profondeur. Stéphane Sion, vous êtes toujours en ligne avec nous, vous êtes donc en direct de Kiev en Ukraine. Je voudrais qu'on évoque avec vous cette séquence d'un drone, d'un citoyen ukrainien qui se fait harceler par un drone russe, une séquence qu'on a beaucoup vue cette semaine. Elle nous a énormément marqué ici aussi. Est-ce que c'est une séquence qui est fréquente ? Ah oui, absolument. Et pour rebondir sur ce que je disais précédemment sur les évacuations à Kramatorsk, c'est justement pour éviter un scénario tel qu'il se passe dans la ville de Kherson. Kherson, donc c'est cette capitale du sud de l'Ukraine qui a été sous occupation pendant quelques mois en 2022 et qui se trouve désormais à 3 km des positions russes parce que les Russes sont juste de l'autre côté du fleuve, le Dniepr. Et donc, il y a à peu près 60 000 habitants qui sont restés sur une population initiale de 200-250 000 habitants. Et cette population est harcelée tous les jours par des drones FPV, par des drones à fibre optique, également par des bombardements d'artillerie. Je me suis rendu dans cette ville au mois de janvier. C'est quelque part un paysage totalement dystopique où la ville est entièrement recouverte de filets de pêche qui proviennent de toute l'Europe pour empêcher ces drones d'arriver à destination. Il y a des drones qui larguent des cartouches, des mines au-dessus des hôpitaux, sur les parkings. Et on voit également donc ces drones qui chassent des personnes civiles. À Kherson, ils appellent ça le safari humain et plusieurs centaines de personnes ont déjà été tuées en 3 ans. C'est un phénomène qui dure depuis 3 ans, qui n'est pas nouveau, mais c'est vrai que cette vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux cette semaine et donc on en reparle. Mais en tout cas, c'est la situation dans tous les endroits qui sont à moins de 15-20 km de la ligne de front. Je le répète encore, maintenant la notion de ligne de front s'est totalement dissolue dans l'espace et également avec des nouvelles dimensions, sachant que désormais, quand on parle de kill zone, ce sont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de drones en vol en permanence sur 1 km². Matt Hauser, je rappelle que vous êtes donc expert en drone et aussi en lutte anti-drone. On vient d'évoquer la kill zone, de ces zones infestées. Les Ukrainiens aujourd'hui ont appris à vivre avec cette menace constante. Stéphane Sion a évoqué juste à l'instant ces filets de pêche pour protéger à la fois les routes, mais aussi habitations, commerces, j'en passe. Il y a un nouveau dispositif, vous l'avez évoqué lorsqu'on présentait l'émission, le débat tout à l'heure, un nouvel outil qui est essentiel pour les Ukrainiens. Tout à fait. Alors, il n'est pas nouveau en soi, il n'est pas non plus extrêmement moderne. Ça reste un produit très low cost. Et en l'occurrence, c'est un exemplaire, mais il y a des centaines de sociétés peut-être aujourd'hui qui produisent ce genre de dispositif. Pour l'expliquer très simplement, c'est simplement un écran avec un analyseur de fréquences et qui va scanner en temps réel tout ce qui se passe dans on va dire les gammes de fréquences et qui va essayer de trouver le lien entre un drone et son pilote. Et donc pouvoir afficher sur l'écran du civil ou du militaire la vidéo que voit en fait le pilote en temps réel. Donc, vous imaginez par exemple que pour les évacuations de civils dans les zones, les gens ont ça dans leur voiture, et les civils aussi, quand ils le peuvent, ont ce genre de dispositif très low cost qui leur permet donc de savoir, petit 1,
quand un drone arrive dans leur secteur, environ 1 kilomètre ou 500 mètres, et petit 2, ils peuvent voir la vidéo du drone, savoir donc s'il est armé, savoir s'il vient vers eux, et savoir si par exemple ils sont en voiture, quand quitter le véhicule au dernier moment pour essayer de maximiser leurs chances de survie. Donc c'est évidemment un pis-aller, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui sauve des vies. J'ai énormément d'exemples moi, de personnes qui ont pu sauver leur vie ou en tout cas se cacher au bon moment grâce à ce genre de dispositif, mais ce n'est pas infaillible. Dans la vidéo en l'occurrence de Carson qui a été montrée aux téléspectateurs, il me semble en le voyant de loin, mais que c'est un drone fibre optique avec sa grosse bobine en dessous. Donc typiquement un boîtier comme ça qui était encore parfaitement adapté il y a peut-être un an, il y a 1 an et demi même, aujourd'hui ne ferait rien face à ce type de drone. Et ce qui marche le mieux, c'est ce qui a été évoqué par votre correspondant, c'est le fait d'avoir des filets, d'avoir des civils ou des militaires avec des fusils qui peuvent abattre les drones du coup quand ils les entendent, parce que ça fait beaucoup de bruit un drone FPV. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut insister, c'est que le sujet de la kill zone a été évoqué, c'est-à-dire dans cette zone très proche du front, mais en fait finalement même sur les arrières et même très loin sur les arrières, je prends l'exemple de Zaporizhzhia, Slaviansk, Druzhivka, enfin énormément de zones qui sont aujourd'hui sur le front mais qui étaient encore avant sur les arrières, il y a un problème, c'est qu'il y a une zone grise, à savoir qui est civil, qui est militaire. La plupart des civils évidemment là on le voit, c'est quelqu'un qui vend des légumes, mais c'est intéressant d'aller voir le narratif des Russes. Ils disent oui, mais il est dans une zone de conflit, il a une camionnette, on sait que probablement il a fourni des légumes à l'armée ukrainienne. Donc il frappe un civil sous le prétexte qu'il est dans une zone de conflit. En pleine donc connaissance de cause. Exactement. Donc c'est ce qui rend la chose très compliquée. Je prends cet exemple-là. Un homme avec un fusil à pompe qui protège sa famille en abattant les drones qui pourraient cibler sa maison. Les Russes peuvent très bien dire il a un fusil à pompe, donc c'est une cible légitime. Donc ça rend en fait cette zone du front, elle devient très complexe et les gens qui y résident effectivement sont ciblés en continu par ces drones. Et les contre-mesures existent assez peu et en général sont des choses très locaux. C'est ce qui est étonnant d'ailleurs. Du point de vue français, on s'imagine que ce qui a fonctionné c'est forcément des grandes technologies, mais c'est des petits boîtiers à 500 €, des fusils à pompe de chasse très classiques et des vieux filets de pêche qu'on accroche pour essayer de se protéger de manière globale. On reviendra, si on a le temps, dans quelques instants sur ces technologies. J'aimerais qu'on avance un petit peu dans le débat cette fois, qu'on évoque. Alors, il y a, c'est vrai, la guerre des drones, mais il y a aussi la guerre des missiles balistiques, des missiles de croisière et des bombes planantes qu'envoient les Russes. Encore cette semaine, Kiev a été touché, c'était mercredi, si ma mémoire est exacte. Mercredi, donc Kiev a été touché et la défense aérienne ukrainienne n'a pas réussi à intercepter le moindre missile. Alors il y a bien sûr eu des drones qui ont été envoyés, ceux-ci ont été interceptés ou abattus grâce notamment aux technologies que vous venez d'évoquer, mais en tout cas les missiles et les missiles balistiques, les bombes planantes ne sont pas interceptés. L'Ukraine n'a tout simplement plus de missiles patriotes. Alors Vera Grantseva, que peut faire l'Ukraine face à ces missiles sans moyens de défense? Pas grand-chose. Pour intercepter ces missiles, il faut les systèmes de défense aérienne et l'Ukraine était largement dépendante des missiles américains. On sait que Donald Trump n'a pas soutenu l'Ukraine en 2025, même arrêté la fourniture des armes à l'Ukraine. Et après, en même moment, il a envoyé beaucoup des missiles dont l'Ukraine avait besoin à Israël pendant la guerre au Moyen-Orient. Donc c'est à ce moment-là qu'effectivement le stock américain a été beaucoup épuisé. Et aujourd'hui, il y a une grande question. C'est non seulement l'attitude de Donald Trump qui change du jour au lendemain envers l'Ukraine, mais c'est aussi l'absence physique de ce que les États-Unis peuvent envoyer à l'Ukraine. Donc maintenant, il y a tout un grand travail qui est mené d'ailleurs beaucoup par l'Ukraine, bien évidemment, pour trouver soit les missiles Patriot, soit d'autres missiles. D'ailleurs, on a vu que hier, Zelensky a pu obtenir le contrat avec la Turquie pour la livraison des missiles. Mais néanmoins, pour l'instant, tout ça, ça va venir pas si vite. Ça va pas aider tout de suite à l'Ukraine. Et on sait que Poutine, effectivement, se venge contre les attaques très efficaces ukrainiennes sur les raffineries, sur les entrepôts de Valbyris, par les attaques des missiles qui tuent les gens en Ukraine presque toutes les semaines. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas dramatiser et dire que c'est la fin pour l'Ukraine.
ça va être effectivement l'automne assez dur, mais vers peut-être l'hiver, il y aura déjà les solutions. Les Ukrainiens sont bien habitués aux attaques aériennes. Ils écoutent très bien les alertes. Ils descendent très vite aux abris, dans le métro. Ils passent leur nuit dans le métro. Donc, dans quelque sens, ils sont habitués à cette horreur, qui est vraiment l'horreur. D'ailleurs, les crimes de guerre, qu'on mentionne très peu quand on parle de cette guerre, de côté de Vladimir Poutine. Donc, à mon avis, il y aura une période assez dure. Néanmoins, il va s'arrêter en quelques moments et l'Ukraine aura tout ce qu'elle doit avoir pour se protéger mieux de Vladimir Poutine et de son armée. Stéphane Sioran, vous qui êtes aux côtés des Ukrainiens, je parle bien des civils, quelle est leur morale aujourd'hui? Je dirais que le moral n'a pas véritablement changé ces derniers mois. On se rend compte que les frappes sont beaucoup plus intensives depuis 2 ou 3 mois. Il y a à peu près un an, c'était les drones Shahed, Guéran, qui ont été évoqués un petit peu plus tôt, qui semaient la terreur. Mais depuis, l'armée ukrainienne a trouvé des solutions techniques pour intercepter de manière massive à 95% ces drones. Mais maintenant, en fait, une nuit de frappe, il y en a eu 3 ces derniers jours. Ce sont des salves de, par exemple, 28 missiles balistiques en moins de 20 minutes, ça veut dire plus d'une explosion par minute. La ville tremble énormément. C'est très impressionnant. Il y en a encore eu la nuit dernière. Et là, on n'entend plus de défense antiaérienne, tout simplement parce qu'il n'y a pas de patriotes. Et ça, les Ukrainiens le comprennent très bien. Maintenant, les gens sont devenus, alors on déteste ce mot ici, mais assez résilients. Ça ne va pas changer grand-chose au moral des gens. Les gens attendent de manière très impatiente le développement de la technologie ukrainienne d'interception de missiles balistiques. Il y a une compagnie qui s'appelle Firepoint qui est en train de développer un missile qui s'appelle le Freya, d'ailleurs, qui va être développé avec des compagnies européennes. Et les responsables de la compagnie ont déclaré que les premiers tests pourraient se dérouler avant la fin de l'année et que ce missile pourrait être opérationnel l'année prochaine. Ici, on se rend compte que les missiles Patriot, il n'y en aura pas de sitôt, tout simplement parce que les pays européens n'en disposent pas. Certains pays comme l'Espagne ou la Belgique en ont peut-être 2, 5 ou 7 dans les tiroirs. Les Américains, on ne sait pas exactement combien ils en ont. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Pavlo Klimkin, qui est un excellent diplomate à Kiev, a déclaré il y a quelques jours dans une interview que les Américains ne disposeraient plus que de 1000 missiles patriotes, sachant que les réserves ont littéralement été grillées pendant la guerre en Iran. Donc voilà, mais cela dit, le moral de la population n'évolue pas. Les gens se préparent quand même à un hiver difficile parce qu'il y a de très très fortes chances que cet automne, les Russes utilisent ces missiles balistiques contre les infrastructures de production énergétique et que les Ukrainiens passent de nouveau un hiver dans le froid et dans le noir. Justement, Eric Bouna, on vient de l'évoquer, Volodymyr Zelensky hier en Serbie a dit qu'il craignait l'hiver. Est-ce qu'il a vraiment des raisons de craindre l'hiver ? Bah oui, complètement. Déjà parce que le système électrique ukrainien est dans un état qui est encore plus compliqué que celui de l'année dernière à la même époque. On voit des frappes notamment ces derniers jours sur les installations gazières de production de gaz de l'Ukraine. Donc il faut savoir que le chauffage est essentiellement au gaz en Ukraine. Donc tout ce qu'il n'y aura pas dans les réserves de gaz sera en moins qui sera produit d'un point de vue chauffage. Donc on part d'une situation pire que l'an dernier avec plus de missiles balistiques et moins de capacité d'interception. Donc effectivement l'hiver sera extrêmement compliqué et pour le coup Volodymyr Zelensky a même dit, je crois, que toutes les centrales thermiques étaient au tapis. Il faut savoir qu'en plus de ça, les centrales thermiques en Ukraine, elles ne sont pas simplement que thermiques. En général, elles produisent aussi du chauffage, c'est le cas par exemple à Kiev. Donc en fait, si vous faites tomber la centrale thermique, vous faites tomber aussi le réseau de chauffage. Donc ça va être extrêmement compliqué et comme ça vient d'être dit précédemment, les Américains ne fourniront pas ou très très peu de missiles patriotes. Donc la seule solution qui reste finalement aux Ukrainiens, c'est d'essayer d'aller détruire les usines en fait qui fabriquent ces missiles parce qu'ils n'auront pas assez d'intercepteurs. Ok, merci. On en reviendra certainement sur ce débat. Merci en tout cas à vous quatre, Ulrich Bouna, Matt Hauser, Vera Grantseva et Stéphane Sioran à Kiev d'avoir participé à ce débat sur TV5.